Comment un enfant de Marrakech, qui est une ville bruyante, une ville d'intuition, une ville de débrouillardise, se retrouve en Californie, à Berkeley plus précisément, et se dit, en fait, tout ce que j'ai appris au Maroc instinctivement, ça marche finalement partout dans le monde. Est-ce que tu as un moment où tu as eu cette réflexion? Alors, bah écoute, c'est super intéressant parce que je pense que la meilleure école, effectivement, c'est l'école de la vie. Et effectivement, ce qu'on apprend au Maroc avec ce qu'on appelle les paramètres interculturels du pays, donc que ce soit dans effectivement do it yourself, je pense qu'on est un pays effectivement qui va à chaque fois trouver des solutions, Mm. même quand elles sont difficiles à trouver. Donc je pense que déjà, effectivement, ça conditionne un mindset. Ça, c'est vachement bien. Le deuxième élément, c'est que au bout du compte, je pense que je me suis toujours dit, au-delà de l'expertise scientifique et technique et commerciale que je pouvais avoir pendant les études quand j'étais à Marrakech, je me suis toujours dit, en fait, shoot for the stars and you'll land on the moon, quelque part. Et donc, du coup, je me suis toujours dit, comment est-ce que, à partir de la technologie, on peut révolutionner le monde. Et c'est comme ça que j'ai fait mon petit bout de chemin, d'abord en ingénierie en France, puis Mhm. en m'exportant effectivement aux États-Unis. Mhm. Et on va parler de tout ça, mais d'abord, je veux parler de Marrakech, du coup, c'est là où tu as grandi. Oui, C'était comment? écoute, Marrakech, à chaque fois, j'ai des amis qui font un peu la blague de comment tu fais pour vivre dans une ville de vacances. C'est Parce vrai. que finalement, c'est un peu le Las Vegas, quelque part, du Maroc. Marrakech, c'est hyper agréable déjà en termes de vie, parce qu'il fait beau toute l'année, parce que je pense qu'il y a aussi un mindset hyper positif. Alors les gens sont réputés pour prendre leur temps, pour faire des blagues continuellement, pour avoir le sourire, mais ça je pense que tous les Marocains l'ont. Et je pense qu'effectivement c'est des assets qui te construisent et qui te donnent Mm. à mon avis un référentiel hyper important. Donc Mhm. grandir à Marrakech, à mon avis, ça te donne aussi une extra energy pour être hyper positif tout le temps. Mm. Et c'est vrai que parfois, même dans la neutralité, certaines personnes peuvent nous choquer. Parce que du coup, tout de suite, on interprète ça comme étant de la négativité. Alors qu'en fait, Mm. c'est OK s'ils n'ont pas le sourire H24 et c'est juste une donne Marrakchi, quoi. Et tes parents, parce que quand même, tu es quelqu'un d'ambitieux, ça je pense que c'est pas un secret. Tu as toujours été ambitieux ou c'était plus tes parents qui t'ont dit que tu pouvais faire des grandes choses dans la vie, qui t'ont encouragé dans ce sens? Alors écoute, moi je me suis beaucoup inspiré de mes parents, effectivement, depuis tout jeune, parce que mon père typiquement s'est construit de rien, donc Mm. notamment en se lançant dans l'agriculture et en se disant, en plus l'agriculture à Marrakech où il y a un climat assez sec Mm. et c'est assez finalement lié à la présence ou pas d'eau, plus les aléas climatiques, etc., etc. Donc en fait le risk-taking, on l'a un petit peu dans la famille. Et effectivement, donc au fil des années, j'ai vu que finalement avec un maximum d'implication et de pouvoir mettre en œuvre en tout cas un plan d'action, mais surtout de l'exécuter, un plan d'action ambitieux, eh bien j'ai pu voir effectivement, ou en tout cas avoir ce modèle paternel qui m'a permis de me dire que peu importe en fait les objectifs que je me fixe, si je me mets les moyens nécessaires, en fait je peux atteindre mes objectifs en définitive. Donc c'est une question de mindset à mon avis, de set goals, d'avoir une vision hyper claire. Sa vision c'était effectivement de pouvoir vivre de cette activité-là, de pouvoir finalement scolariser ses enfants dans les meilleurs établissements, de pouvoir vraiment s'établir en définitive. Et je pense que ça, c'est en tout cas des valeurs que moi j'ai pu avoir. Et au niveau de ma mère, effectivement, même chose. Donc une femme au Maroc qui a pu quand même se hisser parmi les grandes directions de plusieurs entreprises au Maroc depuis toute jeune. Donc ça aussi, j'ai pu voir un modèle de carrière en tout cas et de prise de responsabilité et de management assez fort dans un milieu a fortiori très masculin au Maroc. Mm. Elle a quand même pu tirer son épingle du jeu et avoir des métiers autant créatifs que dans l'exécution aussi. Mm. Donc je pense que c'est deux modèles d'entrepreneurs très différents. Mm. L'un, vraiment, l'entrepreneuriat de la terre, quelque part, le plus concret, il n'y a pas, à la marocaine. Et un autre modèle, effectivement, qui est plus dans comment faire carrière au Maroc et aller le plus loin possible aussi. Modulo, effectivement, les difficultés d'ailleurs que peut avoir une femme au Maroc pour se hisser au top de la hiérarchie. Mm. Et effectivement, ça, c'est deux beaux exemples, en tout cas, qui m'ont montré à quel point il suffit tout simplement de rêver, mais Mm. surtout de travailler très dur pour y arriver. Ça, c'est intéressant parce que la réponse que tu viens de donner, souvent, c'est des réponses qu'on a avec le recul après quand Mm. on grandit, mais sur le tas, quand tu es un enfant, c'est plus des choses que tu observes. Et à quoi ça ressemblait vraiment juste
dans le regard d'un enfant? Je pense que ce qui m'a le plus marqué, c'est que mon père nous a toujours dit chacun est censé avoir un rôle dans la famille. Et en fait, le rôle que tu as et les responsabilités qui t'incombent, eh bien, elles relèvent de toi, en fait, de pouvoir mettre en place les bonnes exécutions pour pouvoir le faire. En fait, il nous dit souvent tu dois savoir malaka ou ma'alayka. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que les acquis, ce que tu as, et ce que tu dois faire. Donc, devoir quelque part à atterrir. Et je pense que ça, c'était très important parce que du coup, c'est vraiment inculqué dans les valeurs de se dire que j'ai un certain nombre de responsabilités que je dois atterrir et puis je me donne les moyens. Deuxième élément aussi, quand tu vois devant les difficultés de la vie, etc., comme on a pu évoluer aussi grâce au travail acharné des parents. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, quand la ferme commençait à prendre forme, en tout cas dans notre domaine, eh bien, je voyais mon père parfois faire des nuits jusqu'à 2 heures du matin, surtout pendant les périodes de récolte des olives et des oranges. Effectivement, c'est pas si évident que ça. Après, l'objectif, c'était de les exporter à l'international. Eh bien, effectivement, c'est des moments assez difficiles, assez lourds, où tu dois, en plus de ça, je te donne juste un exemple, l'huile d'olive, typiquement, une fois qu'elle est cueillie le jour J, eh bien, elle doit tout de suite, si tu veux la transformer en huile, être mise en bouteille le jour de sa cueillette et de son extraction. Donc, tu as des deadlines un peu serrés comme ça, où tu as des objectifs à tenir. Et effectivement, ça, c'est des choses que j'ai pu voir au fil de l'eau. Et en observant aussi la manière avec laquelle, typiquement, mon père s'est comporté avec les ouvriers continuellement. Et depuis le début, c'était des membres de la famille. Et en fait, c'est là où on se dit, et c'est là où j'ai vu la puissance du management, qui est finalement du management de bon sens, c'est de se dire, en fait, avec 5 personnes, tu peux faire ce que tu peux faire avec 30 personnes, en réalité, mais en les intégrant, en leur communiquant exactement comme si tu parlais à ta famille. Et en définitive, c'est des gens qui sont avec nous depuis 30 ans. Wow. Je me suis jamais imaginé, en fait, sans eux autour de nous. Et ils font partie de la famille et ils font en sorte, en fait, que le succès général de la ferme, quelque part, en fait, c'est aussi leur succès à eux. Et donc, they feel part of it. Et très sincèrement, j'ai lu plein de bouquins de développement personnel, de management, etc. Et j'ai jamais appris cette leçon autant que les observations que j'ai pu voir sur le terrain avec mes parents. C'est ça. C'est, ouais, pour que tes employés soient aussi investis, il faut le faire. Absolument. Et donc, tu as grandi et après, tu es allé faire tes études du coup en France. Au départ, tu voulais faire de la génie mécanique. C'est Puis tu as ça. rencontré quelqu'un qui t'a dit oublie ça, c'est la data, le futur. Exactement. Alors en fait, c'était en 2011. Donc la data, on n'en parlait pas beaucoup à l'époque, ni l'IA d'ailleurs, mais ça existait bien. Alors effectivement, c'était un de mes meilleurs amis, du coup, qui avait mon âge. Je parle de lui au passé parce qu'il est mort en 2018, je crois. Allah yarhamou, dans un accident de voiture. Mais c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué parce qu'effectivement, c'est quelqu'un que j'ai rencontré à 18 ans en arrivant notamment en école d'ingénieur à Compiègne, en France. Et effectivement, au fil de la prépa et en apprenant finalement à créer de la valeur, je voulais faire de l'ingénierie mécanique et il m'a dit est-ce que tu veux vraiment t'ancrer dans les métiers du futur? Je lui ai dit bah oui, mais du coup c'est la mécanique qui m'intéresse. Il m'a dit non, vraiment, intéresse-toi à l'informatique et à la data. Et on avait la chance d'avoir son père en fait comme directeur du génie informatique de l'école, où effectivement il nous donnait des conseils extrêmement précieux sur ce qu'est l'automatisation, ce qu'est l'informatique de demain, la puissance de croiser des données pour tirer des connaissances en fait pour la prise de décision dérisquée et faire des algorithmes prédictifs, etc., etc. Donc ça, c'est des éléments que je n'avais pas du tout en tête. On ne m'avait pas forcément sensibilisé à ça par le passé. Et j'avais personne dans ma famille qui avait évolué dans la technologie et l'innovation. Donc c'était effectivement, en tout cas, un terreau d'apprentissage hyper intéressant. Et j'ai fait, je pense, le bon choix au bon moment. Ça t'a parlé pour Switch. Pendant les études? Alors, c'était très compliqué. C'était très très compliqué. Moi, je me rappelle quand j'avais décidé de faire de l'informatique, en premier cours d'informatique, le prof avait dit faites un tableau. Je me suis mis à dessiner un tableau alors que les gens codaient une structure de données où tu devais ranger de l'information. Donc, j'avais rien compris du tout. Et là, je lui en ai voulu en plus à mon pote Nabil Larhmo. Je lui ai dit mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu m'as dit de faire de l'informatique? C'est hyper compliqué, je comprends rien, il n'y a que des geeks. Etc., etc. Mais bien sûr, forcément, parce que le challenge n'a aucun sens. Donc en même temps, j'ai décidé de faire allemand, donc d'apprendre l'allemand, mais du coup pas en niveau 0. Je suis passé direct en niveau 1, donc 2 fois plus dur. Donc j'avais que des gens qui parlaient allemand et qui parlaient geek, donc je comprenais absolument rien.
Je me suis dit, ça y est, je suis fichu. Mais c'est là où tu te dis qu'au plus bas, c'est là où tu as une énergie assez colossale, en fait, qui du coup m'a poussé à vraiment m'enfermer, à faire un voyage notamment à Berlin et en immersion totale dans une famille pour apprendre pendant les vacances à parler la langue et en même temps, du coup, je m'exerçais à 100% sur des algorithmes d'informatique pour mieux comprendre les logiques. Vraiment, c'était de la logique hyper classique informatique, mais que je n'avais pas parce que j'utilisais un ordi que pour Facebook à l'époque. Et donc, du coup, voilà, c'était quand même un apprentissage imposé que j'ai pu faire. Et d'ailleurs, j'ai rencontré 2 Marocains qui avaient fait une école à Oujda et qui venaient en France pour la première fois. Et qui du coup étaient excellents en informatique et vraiment ils m'ont dit Maître Hafch, on va vraiment rester avec toi jusqu'à ce que tu apprennes à 2000%, t'inquiète pas, c'est pas sorcier. Donc en fait ils m'ont donné un peu le dessous des cartes, ils ont vraiment pris le temps et c'est là où tu te dis la fibre marocaine à l'international elle est quand même assez dingue parce qu'il y a eu une entraide immédiate et donc du coup j'ai pu rattraper mon retard et bon pendant le premier semestre c'était pas ça. Mais au deuxième semestre, alhamdoulilah, j'ai majoré, que ce soit en allemand ou en informatique. Donc en fait, quand tu te donnes les moyens, tu y arrives. Et puis il y a une histoire aussi, apparemment à HEC, on vous a fait marcher 100 km, C'est ça. quelque chose comme ça. Exactement. Et ça aussi, c'était hyper intéressant. Toujours dans le dépassement de soi. Je pense qu'au-delà de se dire je connais pas l'informatique, guess what? T'apprends à le faire. Je parle pas allemand, guess what? Ich spreche ein bisschen Deutsch. Et au bout du compte, ils te disent en fait, tu dois rencontrer 100 personnes. Donc, c'était notamment la promo à l'arrivée à HEC. Effectivement, le premier exercice, et j'ai trouvé ça hyper intéressant, c'était 100 km pour mieux se connaître dans le Jura. Et en fait, on marchait tous les jours, à chaque fois avec un groupe de 3 personnes différentes. Et c'est comme ça que tu connectes quelque part. Et vu qu'il faisait froid, il pleuvait, parfois il neigeait, et bien en fait, en marchant dans l'adversité, dans des moments un peu compliqués, en fait, tu crées des synergies. Et finalement, ça nous renvoie à notre condition primaire, quelque part, d'êtres humains qui doivent, in fine, sociabiliser, parce qu'on est, comme disait Aristote, un animal social. Et en définitive, tu échanges, tu essaies de trouver des solutions. Quand quelqu'un est épuisé, je me rappelle d'une certaine Laetitia, d'ailleurs, qui est une très bonne amie aujourd'hui, n'arrivait pas à marcher, du coup c'est ok, on a tous pris de notre temps, on a réduit la cadence, mais l'objectif c'était d'y arriver tous ensemble, c'était pas d'être dans une logique très mono-objectif et d'avancer tout seul. Et donc voilà, ça je pense que c'était un des learnings les plus intéressants. Incroyable. En plus, toi, tu es de Marrakech, donc j'imagine que tu n'as eu aucun mal à sociabiliser, à Exactement, trouver les sujets de conversation. Et de trouver des icebreakers. Ouais, avec ça tout le c'est monde, facile. Mais tu n'as pas fait que ça. Tu es allé un peu partout dans le monde, on en parlait tout à l'heure. Tu as fait les États-Unis, tu as fait Londres, tu as Berlin du coup. Comment tu t'es adapté à chaque fois quand tu allais dans un nouveau pays, une nouvelle culture Alors déjà, pour reprendre encore une fois l'exemple de ce que m'a appris la marche dans le Jura, en fait, j'ai refait la même chose, mais du coup en faisant le chemin de Saint-Jacques, Santiago de Compostela. Ok. Et en fait, on a fait plus de 200 km avec... Alors, j'ai une très bonne amie qui est franco-espagnole, et en fait, elle avait à peu près 15 amis à elle, 100% andalous. Donc espagnol, et en fait l'objectif c'était de ne pas parler un mot en français ni en arabe, forcément il n'y avait personne qui parlait arabe de toute façon, et en fait c'était une immersion absolue pendant 3 semaines où on parlait que espagnol pero de Andalucía, c'est-à-dire vraiment avec l'accent très toi, fort, tu parlais? etc. Je parle espagnol, mais du coup là c'était vraiment l'accent très andalou. Okay. Et en fait c'était une immersion absolument extraordinaire parce que du coup je me suis mis dans la peau d'un andalou pendant à peu près 2 à 3 semaines, et on marchait jusqu'à 35 km par jour. Alors en fait, on est parti du nord-est de l'Espagne, vers San Sebastián, et on a atterri à Saint-Jacques-de-Compostelle. En fait, là où c'est connoté une marche, un pèlerinage chrétien, en réalité, chacun a sa foi. Et cet exercice est extrêmement intéressant. Non seulement ça te permet de sociabiliser, de vraiment avoir un peu d'humilité et de se dire, en fait, Subhanallah, comme on dit. Donc, il y en a qui se retrouvent effectivement en Espagne, il y en a qui naissent aux États-Unis, etc. Donc déjà, me retrouver dans ce collectif-là, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Ils ont des douzaines de danses qu'on n'a pas, une manière de s'exprimer qu'on n'a pas, un rapport finalement aux parents, à la nourriture, à l'environnement qui est très différent. Typiquement, on en a beaucoup parlé avec des Andalous. Ils m'ont dit, nous, honnêtement, notre objectif dans la vie professionnelle, très souvent, c'est d'être fonctionnaire. Et c'est OK. Ils n'ont pas l'ambition
d'être entrepreneur, d'avoir du succès, etc. Et c'est là où je me dis, en fait, l'ADN, finalement, de chacun n'est pas forcément le même. Il n'y a pas d'objectif ou finalement, de ligne directrice unique, quoi. Tu peux un petit peu, en fonction de la culture, en fonction de tes ambitions, c'est hyper variable. Le deuxième élément qui est hyper intéressant, c'est qu'effectivement, sur la route, on rencontrait des chrétiens, des bouddhistes, un peu tout le monde. Et moi, pendant en fait l'évolution sur le chemin, non seulement j'échange avec les gens, etc., à un moment donné, tu échanges avec toi-même, en fait. Et c'est là où, très sincèrement, j'ai pris les plus grandes décisions de ma vie pendant cette marche-là. Ah ouais? Parce qu'en fait, tu te retrouves face à toi-même, dans des paysages absolument extraordinaires. Parfois, tu te retrouves tout seul, en train de marcher. Et c'est épuisant, hein, parce que 35 km par jour, et tu dois arriver, dormir tôt, repartir à 4h30 du matin. Enfin, c'est tout un exercice qui est hyper intéressant. Donc ça, déjà, c'est effectivement ce que l'international m'a appris pour revenir à ta question. Déjà, ça, c'était un exercice intéressant. Tu as effectivement les États-Unis où forcément, je pense qu'une des plus grosses finalement learnings que j'ai pu avoir, Ouais. c'est aussi parce que en fait, quand tu es là-bas, ils te disent there is the strength of the weak ties. Ça veut dire quoi? C'est la force des liens faibles. Et c'est intéressant parce qu'ils appellent ça de pitch culture, alors qu'en France, c'est de coconut culture. C'est-à-dire qu'en fait, de pitch, quand tu prends un couteau et tu la mets dans une pêche, en fait, le couteau passe facilement jusqu'au noyau. C'est-à-dire qu'en fait, le icebreaker et la création de liens aux États-Unis est très facile, mais sur un volet superficiel. Mais c'est OK, parce que eux, professionnellement, c'est the strength of the weak ties. Il faut multiplier les liens faibles, et ça multiplie les chances de connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui peut t'ouvrir des portes. Donc, ils sont énormément dans la connexion, mais une connexion plutôt superficielle. Là où en France, c'est de coconut culture. C'est beaucoup plus compliqué de sociabiliser, mais une fois que tu le fais, une fois que le couteau passe la paroi, quelque part, hop, ça rentre beaucoup plus facilement et tu crées des vraies amitiés qui sont fortes. Donc ça, c'est... Et le Maroc, dans tout ça, entre les deux? Alors, le Maroc, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que... Alors déjà, effectivement, c'est un peu entre les deux. Je pense que parfois, tu arrives à sociabiliser facilement et tu peux aussi créer du lien fort. Mais je pense que le Maroc a une dimension que les deux autres n'ont pas. Et c'est la dimension de l'implicite, qui est extrêmement forte au Maroc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour créer du lien avec une personne, et d'ailleurs j'ai remarqué même pour faire du business, même avec les plus grandes entreprises, déjà tu ne peux pas le faire à 100% à distance. C'est hyper important d'être présent, de connect at a personal level, de partager un repas. Et il y a beaucoup d'implicites, c'est-à-dire que swab, comme on dit au Maroc, et puis il y a des éléments qui sont vraiment plus d'ailleurs dans le langage non verbal que dans le langage verbal. Si tu ouvres la porte à quelqu'un, si tu lui dis marhaba bik, etc., le sourire, la manière avec laquelle tu te comportes, si tu ne tournes pas le dos, tout ça, c'est des signaux faibles qui sont extrêmement importants de manière générale. Après, effectivement, niveau business, même chose. Il faut pouvoir... il y a un peu de donnant-donnant. C'est-à-dire qu'au Maroc, par exemple, ils ne pensent pas forcément que les pilotes, par exemple, avec une entreprise, doivent être payants. Alors qu'en France ou aux États-Unis, c'est normal de facturer des pilotes. Au Maroc, ils te disent, je vais te faire confiance, potentiellement sur un gros contrat. Montre-moi jusqu'où tu peux aller, même gratuitement, pour faire une démonstration de force. Par contre, une fois que tu m'auras prouvé que c'est dans le bien de l'entreprise ou qu'on peut faire quelque chose ensemble, là, du coup, on va pouvoir te proposer quelque chose. Mais du coup, il y a cet extra effort, toujours dans l'analyse, dans l'observation, dans la validation. En fait, au Maroc, il y a une validation implicite qui est assez forte. Mais une fois que tu dépasses ces barrières-là, et c'est là où je trouve que c'est beaucoup plus fort même que la coconut culture. Là, tu crées un lien indéfectible avec les gens. C'est vrai. Et ils peuvent imoto ma'ak, comme ils disent, et vraiment aller avec toi le plus loin possible et vraiment se donner du sien pour toi une fois qu'ils t'ont validé. Mais une fois qu'ils t'ont pas validé, très compliqué d'avancer. C'est vrai, ça, absolument. Ouais. Et donc, tu arrives aux États-Unis, on te bouscule un petit peu quand même aux États-Unis, parce que toi, tu arrives avec ta façon de faire un peu à la française, mais tu penses bien faire, évidemment, c'est ce qu'on t'a appris. Et puis tu arrives et à plusieurs reprises, on te dit c'est pas comme ça que ça marche ici aux États-Unis. Absolument. Bon, déjà, le premier truc très très marrant, c'est qu'en 2017, j'avais lancé une boîte dans les RH et on avait pas mal eu de traction à Paris, en France. Et j'avais rencontré, je me rappelle, le boss de Customer Bank, c'est une banque d'investissement. Et je lui avais dit, oui, tu sais, we are big in Paris. Il m'a dit, wait, what? Il m'a dit, à aucun moment, être big in Paris, c'est un achievement pour les Américains. Il m'a dit, tu sais que c'est même pas aussi grand que Houston, typiquement juste une ville aux États-Unis ou au Texas. Donc du coup, c'est assez marrant parce que du coup, ça te donne une petite gifle en te disant, ok, en fait,
Ils s'en foutent de You are big in Paris ou même en France où du coup finalement c'est un tout petit pays pour eux. D'ailleurs pour eux l'Europe c'est un seul pays. Donc autant te dire que voilà. Donc ça déjà c'était assez important. Deuxième élément c'est qu'en France bien sûr l'argent est un peu tabou. Donc du coup tu vas pas dire directement j'ai besoin de tant d'argent. Tu vas d'abord pitcher l'idée, expliquer. En dernière slide tu vas dire donc mon besoin en trésorerie et de temps pour pouvoir atterrir un certain nombre d'objectifs, etc. Aux États-Unis, vraiment, le premier truc qu'ils m'ont dit, c'est You have to tell me, sir, I have a $30 billion opportunity. Do you want to be part of it? Tout de suite. Là, je me dis intéressant, il y a peut-être quelque chose à faire. C'est combien d'argent et tout. Et ensuite, peu à peu, il va te dire concrètement, c'est quoi ton business? Mais à la limite, c'est secondaire. C'est-à-dire qu'en fait, ce que tu as fait dans la vie d'ailleurs, ton track record, est-ce que tu as déjà fondé des boîtes? Est-ce que tu as déjà exit? Est-ce que tu connais des personnes influentes? Qu'est-ce qui te rend légitime dans un marché? C'est les premières questions qu'on va te poser après l'argent pour ensuite arriver peu à peu à ton business. Et ils sont pas complètement à côté de la plaque à mon sens parce que ils n'ont pas tort. C'est-à-dire que si vraiment tu es bon, si tu maîtrises le business, si tu as déjà créé des boîtes, si tu connais bien le secteur, etc., etc., en réalité, si tu échoues, c'est OK, tu pourras pivoter et persévérer sur une autre idée et de pouvoir faire en sorte de répondre à un vrai problème et non pas d'inventer juste une solution pour inventer une solution, quoi. Et donc, du coup, c'est assez pragmatique dans la manière de faire. Il y a un autre truc qui m'a vraiment surpris, c'est typiquement quand on prenait un café avec quelqu'un, concrètement, dès que tu arrives, ils disent « Hello, how can I help you ?» Alors, c'est tout de suite hyper pragmatique. Ouais, c'est vrai. Et au moment de la conversation, en fait, en même temps, il te fait des intros à tout son réseau. Potentiellement, tu discutes avec lui, tiens, tu dois rencontrer telle personne. Ils sont dans l'action, en fait. T'es pas dans je connais toute la terre, mais au bout du compte, tu connais personne, ou t'introduis personne, ou t'es pas dans l'action en tout cas. Ils sont moins, je trouve, avares en matière de réseau et d'ouverture de portes. Et ça, en tout cas, ça c'était hyper agréable parce qu'on faisait des pas de géants. Et ils osent te dire que c'est de la merde, et ils osent te dire que c'est nul ce que tu fais, etc. Enfin, je me rappelle. Toi, tu le prenais mal au début? Non, pas du tout. Moi, franchement, j'aime beaucoup. J'ai toujours aimé sortir de ma zone de confort. En fait, quand on te dit c'est bien ce que tu fais, etc. Fine, c'est du ego washing. Tu te dis super. Au bout du compte, t'as fait quoi en fait? T'as rien fait du tout. Alors quand on dit this is exactly what you don't want to be doing, là c'est hyper intéressant parce que tu te dis ok, piste d'amélioration. Qu'est-ce que je dois faire pour devenir a better version of myself? The growth en fait, donc vraiment la croissance personnelle, le développement personnel au sens large. Et c'est là où je trouve par exemple que quand j'avais fait une présentation pour une boîte que j'avais créée qui s'appelait Bonaparte dans l'immobilier et qui remplaçait le garant et la caution immobilière pour permettre à un locataire d'accéder facilement au logement. Donc ça, je l'avais pitché là-bas aux États-Unis et je voulais faire une sorte de Airbnb long terme, une sorte de plateforme, mais du coup pour la location classique qu'on a partout. Et en fait, en arrivant, du coup, j'adressais un problème qui était hyper large et tout de suite, l'investisseur m'a dit, c'était en 2018, il m'a dit « This is 2005 ». Et il m'a dit « Ça aurait marché, mais du coup, à l'époque, là, c'est pas ce que tu veux faire ». D'ailleurs, c'est là où, encore une fois, il m'avait dit « You know, data and AI are key ». Là, les gens se disent « Oui, l'IA, etc., ChatGPT ». Mais non, l'IA, ça existe depuis très longtemps. Il y a plusieurs techniques d'IA, il y avait de l'apprentissage supervisé, non supervisé, etc. Alors qu'en France ou au Maroc? En France ou au Maroc, souvent on va te dire déjà premièrement on veut pas te blesser. Forcément on te dit c'est génial, ton idée elle est super, t'inquiète, ça va marcher. Au risque de dire ouais bof et on te dit ouais t'encourages pas, etc., etc. Donc déjà on a cette tendance, même en France d'ailleurs, à dire à être people pleasing et à te dire en fait ouais fine, franchement c'est pas mal, hein, ouais ça va marcher c'est sûr, alors que t'en as absolument aucune idée, tu vois. Ils sont pas forcément dans le pragmatisme absolu de te dire de la même façon que tu vois, aux États-Unis on va jamais être malsain, on va te dire non c'est de la merde, ça va mourir. C'est pas ça. Non, quand on te le dit, on te donne des vrais arguments pour pouvoir finalement grow par la suite, et tu as des KPI très clairs. Tu vois, typiquement quand tu valides un marché, c'est pas ouais ça a l'air sympa, t'inquiète pas. You get the check en fait, c'est-à-dire que quand le client paye réellement, c'est là que tu as validé un besoin et c'est pas juste parce que ça a l'air sympa et que je suis sûr que ça va marcher et on verra bien dans quelques années. Ouais. Tu vas mettre des KPI, mettre du chiffré, du quantifié, de la data finalement. Ça c'est dans l'ADN américain de l'ultra pragmatisme. C'est ça que je trouve intéressant chez eux, c'est autant ils ont ce côté pragmatique, t'es rentable ou t'es pas rentable, et ils ont aussi ce côté pitch performers, il faut bien parler, etc. Exactly, ouais. Et parfois, nous, on s'inspire du côté pitch et on veut bien parler et bien présenter les choses et que ce soit glamour et tout ça. Mais derrière, tu n'as pas forcément le côté
Ouais. profit. Exactement, ouais. Ouais. Non, mais c'est pour ça que je trouve que effectivement, bon, clairement, il parle bien, il présente bien, etc. Maintenant, je dirais que peut-être le downside ou l'inconvénient de l'aspect américain, c'est qu'en fait, si tu veux, quand on regarde un petit peu les typologies de personnes, tu as à peu près 4 couleurs, c'est les fameux disques. Soit tu es jaune, donc tu es l'hyper sociable, soit tu es rouge, tu es celui qui tranche, soit tu es bleu, tu es vraiment le scientifique, très down to earth, soit tu es vert, tu es l'introverti, mais du coup qui observe. Et en fait, les 4 sont absolument clés et tout le monde a une majeure et une mineure. Et en fait, aux États-Unis, ils sont presque tous jaunes, de manière générale, c'est-à-dire qu'ils sont très sociables, etc. Mais déjà, quand tu mets un hyper sociable devant un hyper sociable, à un moment donné, pour trancher, il faut que tu deviennes rouge et dire "This is exactly how we're gonna be doing it". Et c'est comme ça qu'ils sont bons en business, c'est-à-dire qu'ils arrivent à être sociables et derrière trancher. Alors que peut-être qu'au Maroc, par exemple, le jaune, il ne sait pas qu'à un moment donné, il faut qu'il arrête d'être likable et quand il doit se dire "Ok, maintenant, 2 choses l'une". En fait, on a 3 scénarios. Scénario 1, scénario 2, scénario 3. Le premier à 80%, il va réussir ou pas. Ça va nous coûter tant, ça va ramener tant. Voici la marche qu'on va faire. On doit exécuter ça dans une deadline, une timeline définie. Et c'est ce switch-là, en fait, qui fait que les Américains sont hyper successful. Par contre, parfois, effectivement, mais les ingénieurs le font très bien, les business un petit peu moins, c'est que typiquement, quand tu arrives devant le chief data officer d'une énorme boîte et que tu as été jaune et que tu as pu trancher à un moment donné, en fait, tu réussis à trancher que si tu as une réassurance derrière. Et la réassurance, elle est scientifique. Donc là, tu dois être en capacité, soit toi, soit quelqu'un de ton équipe, d'être le bleu. Le bleu, c'est quoi? C'est le rationnel. C'est celui qui va te dire, t'inquiète pas, toutes les données traitées, eh bien, elles sont RGPD compliant, on respecte la donnée client. Il te donne des arguments hyper tangibles, au risque d'expliquer même les sous-jacents scientifiques, mathématiques, de data, d'algorithmique et technique, mais vraiment avec finalement une logique qui va venir rassurer l'interlocuteur. Et ça, c'est hyper clé. Et après, pourquoi le vert est hyper important aussi, et ça, c'est vrai qu'aux États-Unis aussi, ça manque peut-être un peu, les verts. L'introverti. Les verts, c'est quelqu'un d'introverti, mais qui observe. Du coup, le vert, c'est toujours, quand ça se passe mal dans une entreprise, il sait toujours le dessous des cartes, qu'est-ce qui se passe en coulisses, parce que c'est quelqu'un qui va être beaucoup moins dans l'expression et beaucoup plus dans l'écoute. Et avoir des verts, ça crée des entreprises hyper successful, parce qu'en fait, les verts, quand tu les mets dans ta poche en tant que dirigeant, ils viennent te dire, attention, là, je sens qu'il y a une crise, je sens que les 2 C-level ou les 2 directeurs, en fait, ils empiètent les uns les autres sur les périmètres des autres, ça va exploser. Attention, tel employé, je sens qu'il cherche ailleurs, etc. etc. Et en fait, c'est pour ça que les 4 composantes sont hyper importantes. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut jamais recruter que des gens qui nous ressemblent. Il faut pouvoir avoir plusieurs personnes, globalement, qui se complètent et savoir être la bonne couleur au bon moment. C'est pour ça que finalement, chaque culture, on va dire qu'elle va exacerber un peu plus une couleur. Aux États-Unis, c'est assez classiquement le jaune, etc. En France, d'ailleurs, il y a finalement une sorte d'embellissement, en tout cas, et de mise sur un piédestal de l'ingénierie. D'ailleurs, en France, on a parmi les plus belles écoles d'ingénieurs. Et effectivement, les gens savent être bleus. Et dès que tu deviens un peu trop jaune, de toute façon, d'ailleurs, quand tu compares, d'ailleurs, c'est très marrant parce que quand j'ai fait le master XHEC entrepreneur, forcément, tu avais des gens de l'X et des gens d'HEC. Et en fait, a fortiori, ces gens ne réfléchissent absolument pas de la même façon. Les HEC, c'est des gens qui veulent du coup te vendre le truc, c'est magnifique, etc. Les X, ils te disent, en fait, c'est des bullshitters. Et vice-versa, les HEC vont te dire, ouais, mais les X, ils sont trop bleus, et du coup, ils sont arrogants, etc. etc. Donc, c'est assez intéressant de voir que... Et je pense que les meilleurs entrepreneurs, c'est ceux qui arrivent notamment à composer avec la bonne équipe, complémentaire, diversifiée, mais alignée, non pas sur la manière d'être, mais plutôt sur le succès de l'entreprise. Tu penses que le Maroc, on peut arriver à cette vitesse-là? Ça peut être un pays de vitesse au lieu de juste un pays de talent? Absolument. Ça va nous prendre du temps. Alors, il y a plusieurs sujets. Déjà, au Maroc, effectivement, on en parlait tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on est excellent en maths, ça c'est indéniable. On arrive à être des bons bleus, à mon avis, c'est-à-dire qu'on est rationnel, on a la tête sur les épaules, en tout cas les ingénieurs, que ce soit de l'école Mohammedia, l'école Hassania, les prépas qui d'ailleurs font qu'on a une part absolument astronomique de Marocains qui vont étudier à Polytechnique notamment, etc. On voit qu'il y a des belles success stories d'ailleurs d'ingénieurs. Très peu d'entre eux d'ailleurs créent des entreprises par la suite, parce que finalement on leur apprend à être des techniciens, des scientifiques, mais pas forcément à créer de la valeur en définitive.
Et ça, on gagnerait beaucoup, notamment à inculquer d'autres valeurs que simplement, finalement, des valeurs hyper rationnelles et scientifico-techniques aux Marocains, mais d'ajouter aussi une compréhension des enjeux business. Donc, un petit peu plus élargir, à mon avis, la formation ingénieur pour créer des humanistes et non pas uniquement des techniciens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand je vais pouvoir créer, je dis n'importe quoi, un algorithme avec plein de data et des composantes principales qui vont m'expliquer finalement, est-ce que, je prends juste la météo par exemple, est-ce que demain, il fera plutôt beau, pas beau, etc. Tu as tout un algo qui s'appelle les chaînes de Markov qui te donnent par probabilité si aujourd'hui il fait beau, est-ce que demain il pleuvra ou il fera encore beau, etc. etc. Donc tu as beaucoup de théorisation. En fait, si on comprend par exemple que ça peut être mis en place dans une application qui peut nous permettre derrière de créer de la valeur pour la NASA parce qu'ils auront notamment accès à d'autres informations qu'ils n'avaient pas en amont et réfléchir d'un point de vue business. Aujourd'hui, ça leur prend 30 minutes de réaliser ça dans une journée et en fait, grâce à mon algorithme, ça leur prendrait 5 minutes. Donc en fait, je leur fais gagner 25 minutes. Ça veut dire quoi 25 minutes fois tous les salariés de la NASA? Ça fait gagner des millions. Donc en fait, si je vends mon outil à 500 000 euros, c'est OK parce qu'ils font une économie de plusieurs millions. En fait, on est dans le cost center and profit center. Et cette logique-là d'entrepreneur, en réalité, de création de business et de valeur, elle est clé. Et aujourd'hui, on ne prend pas le temps de l'enseigner. Deuxième gros écueil, à mon avis, et qui ferait que demain, le Maroc explosera à l'échelle internationale et réussira à se hisser dans les meilleurs, finalement dans le nouvel ordre mondial parmi les meilleures nations, c'est l'importance des soft skills. Et ça, c'est hyper important. Parce que finalement, ne serait-ce que le public speech, la manière avec laquelle on parle, tu sais, c'est tout bête, mais juste comment on tient nos mains quand on s'exprime. En fait, si tu t'exprimes comme ça ou comme ça, tu as l'air fermé. Et en fait, quand tu parles avec et qu'on voit les paumes de ta main, juste ça, psychologiquement, on sait que tu n'as rien à cacher. Et c'est assez intéressant. Et aussi ce qu'on appelle le mimétisme, c'est-à-dire que quand quelqu'un est devant toi, du coup, tu te positionnes un peu de la même façon, tu n'es pas recroquevillé, etc. Tu as plusieurs signaux faibles de cette manière-là qui sont hyper importants. Parler sans mettre des quand on parle ou dans l'hésitation. Tu vois, on a beaucoup j'ai l'impression, c'est une espèce d'humilité en fait qu'on a au Maroc, où tu te dis, je vais essayer de parler moins fort, je vais essayer de respecter la hiérarchie, etc. etc. Mais en fait, il faut bien distinguer l'agressivité, où vraiment tu rentres dedans, quoi, et l'assertivité. En fait, il faut qu'on apprenne à être assertif, c'est-à-dire s'imposer tout en étant respectueux, tout en capitalisant sur le sourire des Marocains, sur la bienveillance des Marocains, mais en étant très action-driven, solution-driven. Et je pense que c'est des éléments qu'on ne prend pas le temps d'étudier à l'école et qui seraient incroyables si on ajoutait à l'excellence scientifico-technique la compréhension des enjeux business, cost center, profit center, et la notion de soft skills et comment deliver a speech to make a point. Forcément, la forme a une importance absolument colossale. Bien sûr. Et parfois, effectivement, elle prime même sur le fond. Absolument. J'aimerais retourner à une histoire que tu as eue avec ton cofondateur. Donc, c'était dans la startup Bonaparte, je crois. C'est ça. Donc, la startup, tout se passait bien, ça évoluait très bien, mais tu as dû quitter parce qu'il y a eu un souci de misalignment par rapport aux valeurs, je crois, avec ton cofondateur. Absolument. C'était quoi l'histoire? Vous vous êtes rencontrés comment avec ton Alors, cofondateur? mon cofondateur, c'était un ancien d'HEC, donc une vingtaine d'années de plus que moi, déjà un track record hyper important en création de boîtes. Il avait déjà à l'époque une boîte qui avait plus de 50 salariés. Il avait fait une levée de plus de 7 millions de mémoire sur 3 continents. Bref, quelqu'un qui était vraiment quelque part validé, en tout cas, par son track record. Pour autant, alors effectivement, premier élément, déjà, on a une énorme assurance qui, dès la genèse de Bonaparte, a voulu rentrer au capital. Donc, ce qui est extraordinaire, quand j'avais 22-23 ans, d'avoir une énorme boîte qui déjà voulait nous donner des salaires de ministres et en plus de ça rentrer dans l'actionnariat et nous donner une force de frappe qui aurait pu nous permettre d'exploser à l'international. Lui en fait, avec 20 ans de plus que moi déjà, avoir un exit aussi petit quelque part à ses yeux, it didn't make sense. À 23 ans, il m'a dit je comprends ta position et j'aurais accepté, sauf que moi finalement avec tout ce parcours-là, je vois en fait Bonaparte comme étant ma future retraite et pas comme étant le projet numéro 13 de l'énorme assurance. Et ça, c'est hyper intéressant parce que déjà, quand tu n'es pas au même moment de ta vie, c'est un vrai sujet. Et c'est pour ça qu'un des premiers conseils finalement qu'on pourrait donner à un jeune qui se lance, ce serait il faut être à 100% aligné avec son cofondateur sur le devenir, qu'est-ce qu'on veut faire de cette boîte.
Est-ce que c'est l'exit le plus rapidement possible? Est-ce que c'est une question de cash? Est-ce que c'est au contraire rejoindre un groupe encore plus grand pour avoir une force de frappe plus importante? C'est des questions qu'on ne pense pas finalement adresser, mais qui sont hyper importantes. Le deuxième sujet, il est plutôt sur des questions de gestion de manière générale. Tu sais, tu as le fameux adage américain qui dit fake it until you make it. Mais en fait, selon ton éthique, tu peux fake it jusqu'à un certain niveau. L'art de l'entrepreneur, c'est celui qui fake it sans jamais être dans l'illégalité. Sans vraiment rentrer dans le détail granulaire là-dessus, mais juste, pour moi, on n'était pas d'accord sur le périmètre, notamment, du fake it until you make it. Tu peux le fake it, mais jusqu'à un certain degré. Et c'est là où, je pense, selon tes valeurs, ton éducation, ta manière de voir le monde aussi, some people will think it's worth it d'aller jusqu'à l'illégalité. Moi, par principe et par valeur, non. Donc, je préférais effectivement fake it, fine, it's okay, mais du coup, derrière, il faut le make it. Mais si tu fake it et tu n'es même pas sûr de le make it, c'est très, très compliqué. Donc, je pense qu'il y a aussi ces éléments-là. Et puis, il y a aussi ce qu'on appellerait... il y a deux choses, pour moi, qui sont hyper importantes. C'est la congruence, c'est-à-dire dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit, et penser ce qu'on dit et ce qu'on fait. Être en alignement total, parole, action et pensée. Sinon, on est fake ou on ne va jamais atteindre nos objectifs. En fait, pour moi, c'est une rigueur hyper importante. Et en fait, tu ne peux pas imposer aux autres une rigueur que tu ne t'imposes pas. Et je pense que dans sa manière de travailler de manière générale, ça manquait, à mon sens, en toute humilité, de congruence. Et c'est très compliqué de construire une aventure entrepreneuriale. Déjà que c'est pas une aventure facile, avec quelqu'un qui n'a pas forcément de congruence, à mon avis, et une transparence absolue. Parce que finalement, c'est un mariage, créer une boîte avec quelqu'un. Et dans ce contrat de mariage, pour moi, il y a la congruence qui est absolument clé. Et quand elle manque, c'est un peu compliqué de faire aventure ensemble. Et je pense que le dernier élément, il est plutôt sur la répartition des tâches. C'est hyper important quand on rencontre quelqu'un, qu'on dit « Ah, mais génial, on va créer une boîte, etc. » En fait, il faut non seulement s'assurer que les tâches sont bien réparties et complémentaires dès le début, mais pas que. Aussi dans 1 an, dans 5 ans, dans 20 ans. Comment la personne se voit? Est-ce qu'elle se voit Chief Marketing Officer, Chief Sales Officer, Chief Technology Officer? Comment les rôles sont répartis? Qui est président de la société? Qui est directeur général? Etc., etc. Et ça, c'est hyper important, notamment pour pouvoir éviter des frustrations sur le long terme, sachant que souvent, le président est notamment responsable en interne de la boîte, il peut être exécutif ou non exécutif, alors que le directeur général, lui, aux yeux de la loi, est responsable aux yeux des tiers. Donc, c'est le directeur général qui va endosser les responsabilités aux yeux des tiers sur ce que la boîte fait de bon, de licite, de pas licite à l'extérieur. Donc ça, c'est des éléments qui sont clés, qui sont hyper importants, en tout cas à adresser dès le début d'une association. Est-ce que ça t'a déchauffé du fait d'avoir un cofondateur? Parce que parfois, tu parles à des gens qui ont des cofondateurs et ils te disent « mais j'aurais jamais pu faire ça sans… » Et même dans le futur, je pourrais jamais aller dans une aventure entrepreneuriale sans avoir des gens avec moi. Alors, ça m'a pas déchauffé, ça m'a juste appris en fait que c'était pas la bonne personne, pour le coup. De manière hyper factuelle et objective, j'ai analysé, j'ai pas diabolisé le fait d'avoir un cofondateur, au contraire. Juste après, j'avais lancé Street for Fit, qui est une boîte dans le sport et les RH. Et là, j'avais trouvé The Dream Team avec 2 amis qui sont encore d'excellents amis aujourd'hui et avec lesquels on a pu finalement, dans les pires moments comme dans les meilleurs, être hyper soudés et travailler en bonne intelligence. Alors, tu es très impliqué dans tout ce qui est diaspora marocaine. Je vois ça un peu sur les réseaux. Yes. On en parlait aussi tout à l'heure avant le podcast. Qu'est-ce que tu penses que la diaspora marocaine voit dans le Maroc, les opportunités qu'il y a, que les Marocains d'ici ne voient pas forcément? Alors, c'est une excellente question. Moi, à mon avis, la diaspora marocaine, elle a l'avantage forcément d'être dans des tissus finalement internationaux, tout en gardant un ancrage très marocain. Je pense qu'on a tous envie à ce stade de donner au pays pour qu'il avance encore plus vite parce qu'on voit un potentiel énorme. Je pense qu'il y a des décisions qui ont été prises notamment par le Royaume qui aujourd'hui commencent à porter leurs fruits, notamment bien évidemment la Coupe d'Afrique des Nations, la Coupe du Monde et beaucoup d'autres éléments, le TGV, etc. etc. Je pense qu'il y a une place aussi qui est de plus en plus reconnue à l'international. L'exemple de la diplomatie réussie, notamment par rapport aux provinces du Sud,
du Sahara marocain, qui aujourd'hui est une victoire éclatante à l'international, etc., etc., et qui ouvre aussi des portes. Je donne juste un exemple. Moi, je suis sûr que demain, Dakhla pourrait être l'épicentre de l'Afritech, par exemple. Pourquoi se déplacer à Paris ou aller je ne sais où quand je suis ivoirien, camerounais ou même angolais ou kényan? Eh bien, pourquoi ne pas faire en sorte, en fait, que toute la plateforme de Dakhla, avec Dakhla Atlantique, avec finalement, il y a aussi une des côtes les plus poissonneuses au monde, il y a aussi de l'énergie hydraulique qu'on peut avoir, il y a énormément de choses hyper intéressantes. Pourquoi ne pas créer même finalement des technologies purement africaines, sans être très très loin finalement de la Mauritanie, sans être très loin de l'Afrique au sens large, et de pouvoir connect there et avoir notre propre Silicon Valley quelque part. Donc c'est tout un territoire en tout cas, et je pense que c'est un peu à nous aussi, Marocains du Maroc et de la diaspora, de contribuer avec tous nos apprentissages. Et la force des diasporas, c'est qu'elles ont observé les développements des pays et des technologies et de la création de valeur à l'international, non pas pour venir les mimiquer telles quelles, mais comprendre les valeurs, les composantes du Maroc d'aujourd'hui et de demain, pour pouvoir adapter ce qu'on a appris à la donne du pays. Et c'est là où on voit qu'il y a des opportunités énormes. Moi, je le vois même quand je signe avec, que ce soit le secteur public ou privé, au Maroc ou en Afrique, tu sens que quand tu apportes une technologie, par exemple, eh bien, tu vas vraiment créer de la valeur. Alors qu'en France ou aux États-Unis, c'est bien aujourd'hui, c'est très développé, tu vas faire beaucoup d'optimisation. Donc du coup, tu vas rajouter une petite brique. Sauf qu'au Maroc et en Afrique, tu crées les briques, tu crées les monuments en fait, c'est pas juste des petites briques au-dessus. Et c'est là où je trouve que c'est extraordinaire parce que ton impact, tu peux le sentir réellement sur le devenir d'un pays. En fait, tu es architecte de ton pays et de ton continent. Et je pense que c'est là où les diasporas commencent à voir cette opportunité-là. Et d'ailleurs, on le sent même, et c'est marrant parce qu'en plus, même les Algériens et les Tunisiens, eux aussi, rentrent au Maroc, ils ne rentrent pas chez eux. Donc du coup, le grand retour, en fait, de tous les Maghrébins, il est au Maroc, en définitive, parce que tu as cet équilibre entre proximité avec l'Europe, développement des infrastructures et opportunités astronomiques. Ouais. Est-ce que là, ça parle beaucoup d'ici 2030 d'avoir potentiellement une licorne, comme disent les Américains. Toi, tu le vois dans quelle industrie? Si jamais ça arrive, ce serait plus dans le solaire, ressources naturelles, mobilité? Alors effectivement, c'est un très bon point. Moi, je pense qu'il y a plusieurs sujets sur lesquels on peut vraiment créer de la valeur et exploser à l'international. Déjà, une licorne, à mon avis, elle doit adresser le Maroc et ses problématiques, mais pas que. Je pense que c'est quelque chose qui doit être exportable à l'international. Donc quand on fait la preuve de concept au Maroc, pourquoi pas ensuite développer ça dans les autres pays arabes, voire un peu partout en Afrique. Donc, bien sûr, si le marché adressable n'est pas important, c'est très compliqué de créer une licorne. Maintenant, il faut trouver une licorne dans quoi, concrètement? Pour moi, je suis presque certain qu'au niveau des nouvelles technologies, surtout l'IA et la data au sens large, on a tout à faire, on doit repenser les usages. Mais une licorne ne peut fonctionner que si, alors bien évidemment, elle peut être adressée à du B2B, mais si on réfléchit au B2C, on a quand même une énorme population extrêmement jeune au Maroc et en Afrique. On a finalement une population en croissance très très importante. Ça va être bientôt un des continents les plus peuplés du monde. Oui, pardon, tu me disais tout à l'heure qu'en Afrique, c'est quoi le pays où tu m'as dit c'est 60% de la population? En Côte d'Ivoire, au Cameroun, c'est vraiment la grande majorité de la population en dessous de 20 ans. Quoi. Donc en fait, c'est un vivier de jeunesse qui est absolument extraordinaire. Mais du coup, c'est les ressources de demain en fait. Et donc si ces personnes-là, effectivement, on arrive à les former, elles peuvent faire des choses extraordinaires. Donc toujours au niveau de la licorne, à mon avis, ce qui peut être hyper intéressant, c'est de pouvoir utiliser bien sûr les nouvelles technologies, etc., pour recréer notamment des solutions et des usages qui répondront aux enjeux de demain. Mais c'est des usages qui doivent vraiment répondre à tous les usagers et donc à tous les citoyens. Et en fait, à mon avis, à mon sens, que ce soit au Maroc ou en Afrique, si on devait avoir les licornes de demain, elles doivent adresser des vraies problématiques. Parce qu'on ne crée pas des licornes parce que l'IA est une finalité. L'IA doit être un moyen de rendre la vie plus facile et plus agréable. Bien sûr. Donc en fait, on doit s'intéresser. Et soyons francs et soyons extrêmement authentiques. Il y a beaucoup de pistes d'amélioration dans notre pays et en Afrique et un peu partout, finalement, au Middle East. Il faut les adresser, il faut oser observer, notamment les déficits dans l'éducation potentiellement, dans la santé, etc. etc. Et bien, comment les nouvelles technologies, comment les innovations peuvent démocratiser un peu plus les accès,
faire en sorte finalement qu'on accélère et donc potentiellement qu'on réduit les coûts à l'entrée. Et donc du coup l'accessibilité, elle est un peu plus importante. À mon avis, si on arrive à faciliter la vie du citoyen, que ce soit en termes de mobilité forcément, parce que quelqu'un qui habite dans une zone enclavée pour aller à l'hôpital le plus proche qui prend 3 heures, ou dans le pôle d'emploi le plus proche et qui doit marcher pendant 1h30 le matin, 1h30 le soir, c'est des freins qui sont absolument énormes, notamment à l'inclusion sociale. Et ça, c'est des vrais sujets. Donc à mon avis, que ce soit la mobilité, la santé, l'éducation, c'est quand même des sujets qui sont très importants, notamment pour le développement du Maroc et de l'Afrique en général. Donc à mon avis, une licorne peut être effectivement issue de ces domaines-là, mais pas que. Enfin, tu peux avoir plusieurs autres, bien entendu. Typiquement, en fait, tout est lié parce que c'est une économie qui est macro et micro. In fine, si demain on arrive effectivement à créer, je dis n'importe quoi, des véhicules 100% marocains, et qu'on arrive à les exporter et qu'on crée de l'emploi par la même occasion, forcément, ça va permettre aussi de pouvoir se développer. Ça peut être aussi une licorne, finalement, un véhicule 100% made in Morocco à l'hydrogène, exportable, accessible, etc., et qui crée de l'emploi et qui, en plus de ça, travaille pour le soft power et le rayonnement du Maroc à l'international. Ça peut être aussi une licorne. Donc en fait, c'est plutôt comment est-ce qu'on peut créer réellement de la valeur, à mon avis, pour les citoyens, la clé finalement du problème à résoudre. Et ensuite, à partir de ça, on peut imaginer 10 millions d'idées de licorne. C'est intéressant de t'entendre parler, tu as l'air vraiment passionné. Qu'est-ce qui t'anime dans tout ça, au-delà de l'argent ou du business? Alors déjà, je pense que si ton driver numéro 1, c'est l'argent ou le business, je pense que personne n'arrive très loin parce que c'est pas assez puissant. En fait, je pense que le driver principal, c'est quand tu te réveilles le matin, tu te dis je vais changer le monde et j'aime ce que je fais. Si tu n'as pas cette flamme, en fait, autant arrêter tout de suite, prendre un job, à mon avis, en CDI quelque part, et puis c'est très bien aussi, il n'y a pas de règle. Donc moi, ce qui m'anime vraiment, c'est sentir en fait que quelque part, tu fais bouger les lignes. Donc je te donne l'exemple par exemple de Seiki, donc ma boîte actuelle, où effectivement la réalité c'est qu'on invente la mesure des audiences réelles, donc les déplacements des populations, et tu permets aux marques de prendre des décisions structurantes. Et pour les marques, c'est une valeur ajoutée énorme. En fait, quand tu adresses un vrai problème et que derrière, tu as le client qui te dit en fait, on s'en fout de combien ça coûte, c'est pas ça le sujet. Dis-moi plus sur ta capacité justement à identifier mon cœur de cible, à mieux l'adresser, à échanger avec lui, à rentrer dans une connaissance beaucoup plus profonde. Ça, c'est au niveau des marques, mais c'est aussi au niveau des territoires, quelque part. Si je comprends comment les citoyens se déplacent dans le détail, je peux imaginer la ville la plus structurée pour demain, la plus optimisée, etc., etc. Donc en fait, à mon avis, ce qui anime, c'est surtout trouver des solutions à des vrais problèmes. Et peu importe le domaine en réalité. C'est-à-dire que même faire rayonner le Maroc à l'international, tu parlais tout à l'heure de l'activité, notamment de tout ce qui est rayonnement des technologies marocaines ou des diasporas, ça c'est hyper intéressant parce qu'on adresse un vrai problème aussi. Un problème où certaines personnes qui ne connaissent pas bien le Maroc, eh bien, ils vont le résumer à du folklore, ils vont le résumer à un pays en voie de développement s'ils ne le classent pas dans un pays pauvre, etc., etc. Alors que it's much more than that, en fait. Et du coup, toutes ces actions, en fait, cette diplomatie parallèle, ces éléments qu'on met en place, ou simplement le petit déclic que quelqu'un peut avoir en se disant peut-être que je peux faire carrière ou lancer ma boîte aussi demain et pouvoir parler à la jeunesse et que la jeunesse puisse se dire en fait why not, it's possible, et donner juste finalement quelques guidelines pour pouvoir arriver à une destination A, B ou C. Pour moi, c'est vraiment ça qui motive et qui te donne cette flamme, c'est de te dire ok, a new day, a new problem, a new solution, et de pouvoir y aller la tête haute et avec beaucoup de positivité à la Marrakchi. Est-ce que tu te vois faire de la politique un jour? Écoute, c'est pas exclu. C'est pas exclu, mais ce serait pas de la politique politicienne pour entrer effectivement dans un carcan. Ce serait encore une fois si c'est un levier de réponse avec des vraies solutions à des vrais problèmes et de pouvoir prendre des solutions structurantes à moyen terme et long terme. C'est pas que à court terme, ça m'intéresse pas. L'objectif, c'est vraiment de faire en sorte, par exemple, moi, un de mes rêves, ce serait que n'importe quel Marocain se réveille en étant jeune, en se disant there is a Moroccan dream, c'est possible d'y arriver. Alors, non pas en calquant, bien évidemment, la donne américaine, bien loin de là, mais de se dire, en fait, il y a un moyen, il y a des nouvelles technologies, on peut avoir accès à de l'information, on peut faire un certain nombre de choses, on peut connecter facilement. Il y a tout à faire au niveau des connexions. Si les personnes au Maroc aujourd'hui qui ont du pouvoir, qui ont un certain nombre de leviers, en tout cas de décision, arrivent pourquoi pas à tendre la main, peu importe le nom de famille, peu importe la personne ou la classe sociale,
Ce serait extraordinaire. Et ça, je l'ai beaucoup, beaucoup appris, notamment dans les pays scandinaves, où j'ai trouvé que leur culture est absolument extraordinaire. Et je viens de revenir de Norvège, comme je te disais tout à l'heure. C'est que là-bas, ils avancent, mais tous ensemble. En fait, il y a une égalité qui est telle que c'est assez incroyable, mais la variance des salaires est extrêmement faible. Et il n'y a pas cette hiérarchie plutôt verticale, il y a une hiérarchie extrêmement horizontale, encore plus qu'aux États-Unis, parce que finalement, c'est le vivre ensemble et la réussite est collective, elle n'est jamais individualisée. Et c'est ancré dans leur culture, vraiment très, très, très profond. Et si nous, on peut s'inspirer de plusieurs cultures en prenant le positif de chaque culture et en venant le faire avec la donne marocaine, et ça, en sachant qu'on a une jeunesse extraordinaire, qu'on a un tournant de technologie, je pense qu'on peut vraiment faire des belles réformes, avancer vite, bien, et aussi un petit peu dissoudre, on va dire, les objectifs qui sont purement personnels au profit peut-être d'un objectif collectif. Et je le dis toujours, quand on focus sur un objectif collectif et quelque chose qui nous dépasse, de fait, c'est la même chose que l'enrichissement dont on parlait tout à l'heure, de fait, en fait, ton succès personnel et ton enrichissement personnel, c'est la conséquence en définitive. Ouais. Mais ça ne peut pas être ton premier driver. Et en fait, ce système vertueux est hyper intéressant. Et je pense que c'est que comme ça qu'on ira hyper loin au Maroc, et avec, en prenant en compte les deux moteurs, le moteur social et le moteur du rayonnement international. Et ils ne sont pas antagonistes. Génial. Beau message d'espoir. Yes. Merci beaucoup, Jafar. Merci à toi, oui.